Eh bien donc bonjour à tous, je me présente Christophe Prévost, donc professeur de mathématiques, formateur pour les nouveaux enseignants à l'INSPE de Lorraine et chargé de mission à la DAN sur le sujet du numérique et des élèves à besoins éducatifs particuliers. Euh, dans ce cadre-là, je, je pilote entre guillemets un groupe de travail académique euh, qui regroupe à la fois les composantes numériques et les composantes ASH de l'académie. Quand je dis les composantes académiques ASH, ça veut dire le conseiller technique de Monsieur le recteur, le conseiller technique ASH de Monsieur le recteur, donc Monsieur Boll, les IEN ASH de l'académie, mais également des conseillers pédagogiques départementaux ASH, et puis en face donc des composantes numériques au travers des IEN-TIS du premier degré, des formateurs aux usages du numérique du premier degré, des gens de la DAN, donc pour le numérique, et puis des enseignants de terrain du premier, du second degré. Voilà, c'est un gros groupe académique qui travaille depuis 3 ans sur le thème du numérique et des besoins particuliers et qui produit des ressources, qui produit des choses qu'on verra tout au long de cette formation, euh, qui permettent de s'y retrouver dans ce que peut apporter le numérique et les enfants à besoins éducatifs particuliers. Cette formation, elle est réfléchie en deux parties en fait. Elle va tenir à peu près sur 1 heure. Une première partie qui est de l'apport théorique, voilà, sur l'école inclusive, les publics, les troubles 10, etc. On va faire un peu le tour de ce que la législation, les textes nous indiquent sur ces thèmes-là, donc une première partie théorique, et une seconde partie axée sur de l'outillage numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, plutôt axée aujourd'hui sur la lecture, on verra pourquoi j'ai choisi d'axer le thème sur la lecture au regard des profils des élèves qui vont être concernés par ce type de projet. Alors, pour commencer directement, entrer dans le sujet, donc sur l'école inclusive, il est important de reposer le cadre globalement. Euh, voilà, de se souvenir que en 1975, ça a été le démarrage de l'école de l'intégration. Alors l'intégration, c'était quoi? C'était le fait que les enfants venaient à l'école, mais il fallait qu'ils s'adaptent. On les intégrait, mais il fallait qu'ils s'adaptent un petit peu au processus scolaire. Il fallait qu'ils fassent des choix par rapport à l'école. Et ça a commencé à glisser en 2005 et surtout en 2013, donc la loi du 8 juillet 2013, la loi de refondation de l'école de la République, qui a rajouté quelques phrases dans le code de l'éducation. Ces phrases, je vous les ai recopiées ici. La plus importante étant évidemment celle qui est en gras. Donc il, c'est le service public de l'éducation, veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Et ça, c'est important dans ce texte parce que c'est là, effectivement, que est fondé clairement le principe de l'inclusion scolaire dans cette loi de 2013. Et donc cette fameuse loi du 8 juillet 2013 avec ce qui est rajouté au niveau du Code de l'éducation. Donc l'inclusion scolaire entre réellement en œuvre à partir de 2013, ça fait donc 7 ans. Ce qui est important, c'est qu'on parle bien de tous les enfants, sans aucune distinction. La phrase qui suit nous intéresse également, puisque veiller à la mixité sociale des publics scolarisés est aussi importante. On le verra dans les enfants qui sont concernés, notamment avec les enfants du voyage. Et donc cette loi conduit nécessairement et évidemment à des objectifs fixés au niveau du gouvernement, et notamment sur le site du gouvernement, on trouve des actions du gouvernement en faveur de l'école inclusive, avec notamment un texte qui est le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Ça veut bien dire que depuis 2013, on a pris en principe que tous les enfants, quel que soit leur handicap, quelles que soient leurs difficultés, quels que soient leurs troubles, eh bien, ont droit à l'éducation et à une éducation égale pour tous. Et ça, c'est important. Euh, Égale pour tous, ça veut dire que on ne doit plus faire de distinction et que tous les enfants doivent pouvoir bénéficier de la même école. Voilà, l'école du 21e siècle. Alors, sur le site donc du gouvernement, ici, site du gouvernement, sur l'école inclusive, voilà, on voit la base, c'est effectivement la loi de la refondation de l'école, 8 juillet 2013, et puis petit à petit, des mesures qui sont mises en œuvre, notamment en 2016, une mesure qui est la création sur 5 ans
de 32 000 postes de statut de personnes accompagnant des élèves en situation de handicap, donc les AESH. On avait précédemment différents statuts, différentes personnes qui intervenaient dans les classes, et en 2016, il y a eu une réécriture un peu de tout cela, et donc il y a la mise en œuvre, la création de 32 000 postes sur 5 ans. On doit en voir la fin théorique en 2021. Je dis théorique parce que peut-être que ce nombre de postes sera insuffisant et qu'il y aura un plan qui suivra ces créations de postes. En tout cas, ce qui est important, c'est d'un côté, la loi de refondation de l'école, qui dit clairement que tous les enfants, sans distinction, doivent pouvoir bénéficier du service public de l'éducation. Et en face, l'action du gouvernement en faveur de l'école inclusive, qui se traduit notamment, mais pas seulement, par la création des postes d'AESH. Voilà, ça c'est vraiment le fondement qui nous permet aujourd'hui de parler de l'école inclusive et ensuite de parler des élèves. Alors, quels élèves? C'est ça qui est intéressant, c'est quels élèves sont concernés par l'école inclusive, par ce processus de scolarisation de tous les enfants. Alors, quand on va sur EduScol, sur la page de l'école inclusive, voilà, on trouve que l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée, évidemment, de la maternelle puisque l'école obligatoire maintenant a 3 ans, si je me souviens bien, jusqu'au lycée, parce que scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, par la prise en compte de leur singularité, de leurs besoins éducatifs particuliers. Donc c'est effectivement ce qu'on trouve sur EduScol, voilà, EduScol, la page école inclusive, et là, eh bien, on va trouver plusieurs choses autour de l'école inclusive, et notamment une liste d'élèves concernés, et je vais vous parler un peu de tous ces élèves qu'on voit apparaître ici, sur le site EduScol, donc qui présente la notion d'école inclusive. Alors, je vais schématiser un tout petit peu. En termes de vocabulaire dans la recherche à l'heure actuelle, on parle des élèves atypiques. Donc ça c'est important en termes de vocabulaire, les élèves atypiques, par opposition aux enfants typiques, on va mettre dans la catégorie des élèves atypiques tous ceux qui ont des besoins particuliers. Voilà, globalement, et c'est tous ceux qui sont cités et listés sur la page EduScol. Alors, première catégorie, globalement, ce qu'on appelle les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc les EBEP. On va trouver dans cette catégorie les élèves qui sont en situation de handicap. Alors, bien souvent en situation de handicap, fréquemment avec un projet personnalisé de scolarisation, donc un PPS, c'est ce que vous voyez sur le diagramme circulaire dans la partie de droite en vert foncé, là, projet de scolarisation personnalisé, donc, qui en général, bon voilà, on est face à des enfants qui vont avoir des handicaps assez importants, donc qui vont avoir un accompagnement avec la MDPH, la maison départementale pour le handicap, notamment avec des moyens, l'attribution d'AESH, etc. Voilà, tout ça, on va retrouver cela au travers des PPS, donc des projets personnalisés de scolarisation. On va trouver aussi certains élèves atteints de troubles cognitifs, certains élèves 10 qui ont des troubles lourds, et dans ce cas, on va les retrouver avec des PPS, donc avec un accompagnement MDPH, avec la mise en place de moyens, de personnel, etc. On trouve également, dans ces élèves à besoins éducatifs particuliers, les élèves à haut potentiel, donc les élèves dits, entre guillemets, surdoués. Surdoués ou qui ont des facultés particulières. Voilà. On va trouver également tous les élèves avec troubles des apprentissages. Alors, là, on est plutôt dans la catégorie des élèves qui vont avoir des plans d'accompagnement personnalisés parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'un matériel, d'une AESH ou d'un AESH, etc. Mais ils ont besoin malgré tout d'adaptation et de compensation. Donc des élèves qui ont un PAP. Alors, on trouve petit à petit de plus en plus d'élèves avec des PAP dans nos classes, tout simplement parce qu'effectivement, on identifie de plus en plus clairement les troubles de l'apprentissage, et donc, eh bien, le conseil de classe, la famille va proposer des adaptations parce qu'effectivement, il y a des troubles de l'apprentissage. On trouve également dans cette catégorie les élèves de SECPA ou d'EREA. Ils sont listés clairement sur le site du ministère. Voilà, ils sont ici, hein, dans la partie école inclusive, donc dans les élèves qui ont des besoins particuliers. Si ce n'est qu'effectivement, là, ces élèves sont dans des structures d'accueil adaptées qui vont s'occuper plus spécifiquement de leurs difficultés. Voilà, c'est à peu près tout ça, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais
l'école inclusive concerne encore d'autres élèves. Notamment, on a les élèves empêchés. Alors, les élèves empêchés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des élèves qui n'ont pas de troubles, qui n'ont pas de handicap, mais qui sont en incapacité d'être à l'école. Eh bien, en premier exemple, des enfants qui peuvent avoir des maladies, des pathologies graves, des cancers, des leucémies, qui ont des phases d'opération, qui ont des phases de convalescence très longues, et qui ne peuvent pas être à l'école. Ils ne peuvent pas être à l'école, ils sont empêchés. Voilà, c'est ce qu'on appelle des élèves empêchés, ils ne peuvent pas être à l'école. Néanmoins, il faut que l'école prenne en compte leurs problèmes et puisse malgré tout les accompagner dans leurs apprentissages. Euh, il y a cette catégorie d'élèves. Il y a également dans les élèves empêchés les élèves atteints de phobie scolaire. Et puis, dans les élèves empêchés, il y a encore une troisième catégorie. Ce sont des enfants qui justement sont un peu au-dessus des autres, entre guillemets, parce qu'ils ont des compétences particulières. Je pense à tous les élèves qui sont scolarisés dans les CREPS, donc les structures pré-professionnelles de sport, comme il y a par exemple à Nancy, le CREPS de Nancy, avec des enfants qui font leur scolarité sur les établissements scolaires proches du CREPS, donc en l'occurrence lycée Marie-Marvin à Tomblaine, le collège Louis-Armand, les écoles à côté, parce que ces enfants-là, eh bien, ils sont les futurs champions de France. Autre catégorie, alors là, complètement différente, les élèves allophones nouvellement arrivés, le sigle EANA, donc des enfants issus de l'immigration qui arrivent et qui ne maîtrisent pas la langue française, allophones, donc ils sont en difficulté avec la langue française au niveau déjà de l'oral et très certainement de l'écrit. Et puis, on termine avec les enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs, les EFIV. Donc là, ce sont les enfants qui sont entre guillemets sans domicile fixe. Je dis entre guillemets parce que c'est pas péjoratif au sens où ils sont dans la rue. C'est tout simplement qu'ils suivent leur famille. Par exemple, famille de forains qui vont tourner toute l'année de ville en ville et les enfants suivent leur famille. Ils sont avec leurs parents, ils sont pas en internat et donc ils se promènent entre guillemets de ville en ville. Et puis les enfants des voyageurs, donc les populations qui n'habitent pas des structures en dur, qui habitent des caravanes, des camping-cars et qui se déplacent effectivement au gré de, de, regroupements religieux, etc. Et ces enfants-là font aussi partie des enfants qui ont des singularités, des besoins éducatifs particuliers. Alors ceux-là, évidemment, on ne va pas les toucher de manière directe, nous, puisque ils vont pas être scolarisés dans les classes, et il y a des structures accompagnantes qui mettent en place différentes choses comme le CAREP, le CASNAV CAREP, qui s'intéresse à ces enfants-là. Voilà, ça c'est pour reposer un peu tout le cadre. Et si on regarde le diagramme circulaire, il y a une partie que je n'ai pas évoquée, qui est la partie de gauche du diagramme, donc le bleu clair avec les projets d'accueil individualisés, et le vert avec le vert jaune avec les PPRE, programmes personnalisés de réussite éducative, tout simplement parce que là, ça n'est plus du ressort des enfants à besoins éducatifs particuliers, enfin des enfants atypiques. Le PAI concernant des enfants qui ont des pathologies qui doivent être prises en compte à l'école, essentiellement et principalement souvent des allergies alimentaires, donc évidemment en cantine, dont il faut tenir compte, mais pas seulement, mais c'est l'exemple le plus facile à voir, mais qui ont des pathologies chroniques, des suivis médicamenteux, des prises de médicaments, etc., des enfants diabétiques, voilà, donc qui vont avoir un PAI, et puis le PPRE qui est là plus destiné aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, voilà, ils ont des difficultés en maths, ils ont des difficultés en français, et où l'établissement scolaire, l'école, le collège, le lycée, décide de mettre en œuvre un programme personnalisé pour réussir à avancer dans les apprentissages. Voilà, un peu pour faire le panel, quand on parle d'école inclusive, de tout ce qu'on trouve en termes d'enfants et tout ce qui est repéré sur EduScol pour nous parler un peu de l'école inclusive et de tous les besoins particuliers. Alors, j'ai fait le choix de vous faire un petit focus sur les troubles 10, parce qu'on nous en parle d'ailleurs dans le petit diagramme en dessous, en nous disant que les enfants 10, on va voir les différents types de troubles cognitifs, suivant la sévérité du trouble, ils vont avoir un PAP, donc un plan d'accompagnement personnalisé, ou un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. On va voir un peu ce qu'on peut nous dire sur ces troubles qui sont
ceux qu'on rencontre de plus en plus, tout simplement parce qu'on les détecte de mieux en mieux. C'est comme le Covid-19, si on ne teste pas, il n'y a pas de malade, ou en tout cas on ne sait pas qu'ils l'ont, mais à partir du moment où on commence à tester les gens, on se rend compte qu'ils l'ont. Voilà. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on ne fait pas de recherche, on ne sait pas que les gens ils ont des troubles, évidemment. Donc un petit focus sur les troubles 10. Alors pour ça, voilà une petite présentation des 6 troubles identifiés comme troubles 10, troubles cognitifs, troubles des apprentissages. Le plus connu étant la dyslexie, difficulté de lecture, en général associée à la dysorthographie, difficulté à orthographier les mots, la dysgraphie, difficulté à écrire, à dessiner, la dyscalculie, la difficulté à compter, souvent associée à une dyspraxie, une difficulté à se repérer au niveau spatial, en tout cas ça en mathématiques, on a des exemples d'enfants dyspraxiques, et puis la dysphasie, la difficulté à s'exprimer, à parler, à formuler des phrases. Alors que nous dit l'INSERM sur le sujet, voilà, le site de l'INSERM, sur le sujet des troubles des apprentissages, donc les troubles 10. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, il faut se rendre compte que d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a entre 15 à 20% des enfants scolarisés qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors, difficulté d'apprentissage ne signifie pas forcément avoir un trouble 10. Hein. Mais en tout cas, 15 à 20%, vous voyez bien, sur une classe de 30, on peut avoir 6 élèves. Voilà. Donc c'est pas négligeable parce qu'il va falloir commencer à réfléchir à ces élèves. Et en fait, sur cette proportion d'élèves, on considère qu'il y en a entre 5 à 7% qui sont effectivement atteints de troubles de 10, dyslexie, phasie, praxie, orthographie, calculie. Et donc, ça reste quand même important, hein, 7% d'une classe de 30, ça nous en fait entre 2 et 3, voilà, qui vont avoir des troubles. Et puis, au milieu de tout ça, eh bien, il y en a quelques-uns, 1 à 2%, qui vont avoir des troubles sévères. Et donc, qui dit troubles sévères dit de très 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 grosses difficultés. Troubles sévères, on va très certainement passer sur un PPS avec la MDPH. De plus, 40% des enfants 10 présentent plusieurs troubles des apprentissages, c'est-à-dire qu'en général, quand ils sont dyslexiques, en général, 40% des cas, ça reste une proportion non négligeable, vont avoir d'autres troubles associés. Donc, dyslexie va souvent s'associer à une dysorthographie, une dysgraphie, et puis, dans certains cas, une dyscalculie, dyspraxie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que un trouble de l'apprentissage, un trouble 10, ce n'est pas une maladie. Ça, c'est important. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Une maladie, ça se prend en main, ça peut, dans un certain nombre de cas, se traiter par une opération, par voie médicamenteuse, ça peut s'alléger par opération, par voie médicamenteuse, et ce n'est pas le cas des troubles de l'apprentissage, des troubles 10. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des troubles, ce sont donc des déficiences de fonctions cognitives, c'est-à-dire que au niveau cognitif, au niveau du cerveau, eh bien, il y a quelques endroits où il y a des choses qui dysfonctionnent et qui font que la personne, elle en sera affectée à vie. Elle en sera affectée à vie. Ça ne pourra pas se soigner, ça ne pourra pas se traiter. Donc ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que parfois on entend des discours du genre oui mais à force il va s'adapter. Ben non, l'enfant il s'adaptera pas, il aura toujours son trouble, il aura toujours sa difficulté de perception, notamment quand on parle de la dyslexie, il aura toujours cette difficulté là. Alors c'est intéressant d'imaginer un peu comment voit un dyslexique. Quand on lit la littérature, quand on lit des grands noms, des grandes plumes qui étaient dyslexiques, qui vous expliquent que être dyslexique, c'est quand on lit, c'est voir les lettres danser. Ça veut dire quoi, voir les lettres danser? Ça c'est compliqué, hein. Imaginez les lettres qui se promènent sur des textes. Voilà, ça peut ressembler à ça. Et encore, c'est une simulation qui n'est pas complète. Pas complète tout simplement parce que déjà là dans cette simulation, la première et la dernière lettre de chaque mot restent stables. Ce qui n'est pas vrai pour un enfant dyslexique, pour une personne dyslexique. Toutes les lettres se promènent. Et puis en plus, elles peuvent se promener entre les lignes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, c'est un début de simulation. Ça vous permet d'essayer de lire un texte et de vous rendre compte qu'en fait, on arrive à lire, évidemment. Et un enfant dyslexique arrive à lire, mais en ayant besoin de se concentrer, d'avoir une forte charge cognitive. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si on met une forte charge cognitive
pour essayer de lire, en face, on a moins de charge cognitive pour comprendre le texte, pour s'en imprégner, etc. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une petite idée de ce que voit effectivement un enfant dyslexique quand il dit que les lettres dansent, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que il se moque pas de nous, hein, il ne se moque pas de vous. Et effectivement, il voit des mots dont les lettres se promènent. Et encore ici, elles ne se promènent pas n'importe où. Et donc, c'est extrêmement compliqué de réussir à fabriquer les mots et de comprendre ce qui est écrit. Donc ça, c'était important que vous ayez cette vision, effectivement, de ce que peut voir un enfant, une personne dyslexique. Et de comprendre qu'effectivement, d'abord, ça ne se soigne pas, et puis que ça nécessite une énorme charge cognitive. Et que c'est pas pour rien qu'on demande des adaptations pour les enfants dyslexiques. Alors, je viens d'utiliser le mot adaptation. Il y a deux grands mots autour des élèves atypiques, hein, à besoins particuliers et autres. Les deux grands mots, c'est compensation et adaptation. C'est pas toujours très clair, très simple à comprendre ce que c'est que la compensation et ce qu'est l'adaptation. J'ai essayé de résumer ça de manière simple en disant la compensation finalement c'est le rôle des structures, des instituts, de l'école, et l'adaptation c'est le rôle des personnes. La compensation, ça va être l'aide humaine qui va être apportée. On va essayer de compenser le trouble en fournissant une aide humaine, en fournissant une aide matérielle, une aide financière. En proposant des mesures au niveau des examens. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la compensation. Et puis l'adaptation, donc plutôt les personnes. La personne, le prof, il va adapter ses documents, c'est-à-dire qu'il va faire des choix dans la rédaction de ses documents. Il va reformuler les consignes. Ça va être du rôle de l'AESH, l'accompagnant qui va être à côté de l'enfant, de lui reformuler les consignes. Il va aider à la manipulation pour un dyspraxique qui a de grosses difficultés spatiales. C'est très compliqué. Par exemple, un dyspraxique, vous lui présentez quelque chose au tableau, c'est un plan vertical. Vous lui demandez de regarder sa feuille, c'est un plan horizontal. Ça n'est plus pareil. Et il n'y a plus de lien qui se font entre les deux. Voilà. Ou proposer des outils. Alors, voilà. Donc, c'est un résumé de ce qu'est la compensation et l'adaptation, mais en tout cas, c'est le vocabulaire qu'on trouve effectivement autour de ces enfants. Et puis, pour faire un petit jeu de mots, je vais vous parler un peu de l'adaptation du droit au handicap, c'est-à-dire comment est-ce que la législation a proposé de s'adapter, entre guillemets, donc, au niveau du handicap. Deux lois fondamentales de 2018. Une première donc sur l'exception d'utilisation d'un matériel personnel à l'école. Alors vous vous souvenez qu'en 2018, on a eu une loi qui est sortie sur l'utilisation des téléphones portables à l'école, qui s'est traduite par l'article L511.5 dans le Code de l'éducation, où il est dit que le téléphone mobile et tout équipement terminal mobile de communication par un élève est interdite. C'est clair, c'est écrit, est interdite dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges, pendant toute activité liée à l'enseignement, à l'exception de circonstances et des lieux qui sont spécifiés au règlement intérieur. Donc, par principe, c'est interdit, sauf si le règlement intérieur l'autorise expressément. Dans les lycées, c'est un peu différent, c'est le contraire. C'est-à-dire que, par principe, dans les lycées, c'est autorisé, sauf si le règlement intérieur l'interdit. Et la petite phrase qui va nous intéresser, elle est juste en dessous. Elle dit que le présent article n'est pas applicable aux équipements des élèves qui présentent des handicaps ou des troubles de santé invalidants. Et que donc ces matériels sont de fait autorisés. C'est-à-dire que en collège, en école primaire, si pour les enfants l'utilisation du téléphone mobile est interdite et qu'il n'y a rien de précisé au règlement intérieur de l'établissement pour l'autoriser, eh bien pour un enfant qui présente des troubles ou des handicaps, cet article ne s'applique pas parce que si la MDPH lui a fourni un matériel, il n'y a pas lieu qu'on lui dise ah non mais c'est interdit, c'est écrit, t'as pas le droit de l'utiliser. Donc cet article ne s'applique pas, n'est pas applicable aux équipements des enfants. Et ça c'est intéressant pour nous. Parce qu'on va pouvoir utiliser du matériel personnel des enfants, pas seulement le matériel fourni par la MDPH. Une autre loi qui est sortie en décembre 2018 en faveur des personnes handicapées et qui est entrée avec le droit d'auteur. C'est important parce que vous voyez bien que si on doit adapter des documents, il y a une petite difficulté par rapport à des auteurs. Par exemple, si on veut s'intéresser à une œuvre des arts je vais dire grossièrement des arts appliqués, une œuvre, une peinture, une sculpture, etc.
Si on veut l'adapter, ça veut dire qu'il faut la transformer. Et si on la transforme, ça veut dire qu'on touche à l'œuvre, et donc on n'a pas le droit de toucher à une œuvre sans demander l'autorisation à son auteur. Si on veut transformer un ouvrage pour le rendre accessible, un livre, il y a l'auteur, mais il y a aussi l'éditeur. L'éditeur, il a fait des choix, et il a un droit sur les choix qu'il a fait de mise en page, de présentation. Et donc là, si on veut y toucher, il faudrait l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. Or, cette loi de décembre 2018 dit que la réalisation, la communication aux personnes en situation de handicap de versions adaptées des œuvres protégées peut se faire sans avoir à demander d'autorisation préalable aux titulaires des droits, ni à les rémunérer. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va pouvoir proposer des versions adaptées sans se préoccuper effectivement de difficultés de droit d'auteur. Les versions adaptées, on nous les cite, on parle de livres en braille, mise en page adaptée pour des besoins des personnes dyslexiques ou malvoyantes, des œuvres en relief, des vidéos en langue des signes, etc. En tout cas, tout ce support qui va permettre à des personnes en situation de handicap, en situation de trouble des apprentissages, d'avoir des supports qui seront plus accessibles pour eux. Alors, tout de suite, une petite info importante, c'est qu'évidemment, les versions adaptées doivent être strictement personnelles et réservées aux bénéficiaires de l'exception. On ne peut pas dire, je fais ça pour tel élève et puis je vais le diffuser à tous les élèves. La version adaptée doit rester un objet utilisable par la personne malvoyante ou la personne dyslexique ou la personne handicapée. Mais en tout cas, c'est un grand point parce que on n'a pas besoin de demander d'autorisation préalable et on n'a pas besoin de rémunérer les auteurs et les éditeurs, etc. Donc, les titulaires des droits. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Le cadre est posé. On arrive à peu près à voir qui est prévu dans ce cadre-là en termes d'enfants avec handicap et troubles. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des points communs. C'est-à-dire que un enfant malvoyant, un enfant dyslexique, un enfant allophone, et vont, par exemple, tous avoir des difficultés liées à la lecture. Or, qui dit difficulté liée à la lecture, dit évidemment difficulté d'entrée en histoire géo, parce qu'il faudra lire un texte, d'entrée en mathématiques, parce qu'il faut lire des consignes, il faut lire des énoncés, d'entrée en sciences, parce qu'on va avoir des comptes rendus d'expérience à consulter. La lecture, c'est évidemment le point fondamental. Si un enfant n'est pas en capacité de lire, il ne peut pas faire le reste. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'être en capacité de lire et de comprendre un texte. Une fois qu'on a pu lire ou comprendre un texte, on va pouvoir faire des maths, on va pouvoir faire du français, on va pouvoir faire des langues vivantes, on va pouvoir faire des tas de choses. Mais si on n'a pas la lecture, on ne va pas s'en sortir. Et donc, la seconde partie maintenant va démarrer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous ces enfants à accéder à la lecture. Alors, évidemment, la première chose qu'on trouve dans les PAP, c'est des demandes aux enseignants à dire faut que vous adaptiez vos documents. Ok, il faut adapter ces documents donc pour les dyslexiques, pour les déficients visuels. L'enfant qui est fortement malvoyant, il va avoir besoin de gros caractères, etc. Et alors, petite difficulté pour nous, c'est que les PAP en général sont faits par soit des médecins, soit des orthophonistes, et puis chacun a un petit peu sa marotte, son truc qu'il aime bien, etc. Et c'est pas toujours simple parce qu'on va se retrouver avec, si on a 2, 3, 4 enfants qui ont des PAP, avec 2, 3, 4 types de consignes un peu différentes à chaque fois. Ah, lui, il faut telle police, ah, lui, il faut telle police. Pourquoi? On ne sait pas exactement. Notre groupe de travail, on a été amené à rencontrer des orthophonistes et à discuter avec eux. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que globalement, on peut réussir à faire de l'adaptation sans s'amuser à aller faire 50 documents différents pour 50 profils différents. On arrive à peu près à trouver les polices qui vont bien. Alors, pour chaque enfant, bien sûr, il y a des polices qui sont beaucoup plus adaptées que d'autres, mais on peut essayer d'établir des règles générales qui permettent déjà d'alléger la charge du prof. Ça, c'est important parce que l'idée n'est pas de dire que chaque enseignant va devoir développer 5, 6, 7 documents différents. L'idée, c'est de dire qu'on peut réussir à s'en sortir avec quelques principes généraux bien choisis. Déjà en termes de police, des polices sans empattement. Les empattements, c'est les sérifs, c'est des petits traits qui apparaissent. Alors
la police type, c'est la Times New Roman, où on a des petits traits un peu partout. Et tous ces petits traits, alors là, pour le coup, quand on a les lettres qui se promènent, quand on est dyslexique, vont énormément perturber parce que ça va rajouter des choses qui se promènent sur l'écran. Et non seulement sans empattement, mais aussi qui distingue trois caractères importants. Il n'y a pas que cela, mais cela, c'est les fondamentaux. Le I majuscule, le L minuscule et le chiffre 1. Voilà. Ces trois caractères-là, il faut des polices qui clairement les identifient. On a des polices, comme Arial, quand vous écrivez « il mange sa soupe », il, I majuscule, à côté L minuscule, c'est deux traits. Ben deux traits, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et en plus, quand ça bouge, c'est pas simple. En Times New Roman, vous mettez un petit L, donc 1 litre, et c'est pour ça que d'ailleurs, il est fortement invité à ce qu'on n'écrive pas le litre en lettres minuscules mais en majuscules, mais en tout cas en Times New Roman, si vous mettez un petit L, ben c'est le même caractère. C'est ce caractère à peu près là. Donc forcément, quand on a une police qui déjà ne distingue pas bien les objets, ben forcément c'est des difficultés à lire, et quand on est déficient visuel dyslexique, c'est encore plus compliqué. Au niveau de la taille, ben, il est recommandé une taille minimum de 12, voire plus. Après, voilà, il faut voir en fonction de ce que des personnes qu'on a en face de soi, mais théoriquement, une taille de 12 est à peu près passe-partout, peut-être plutôt 14, mais 12, c'est raisonnable. L'interlignage, oui, l'interlignage, parce que je vous ai dit que les lettres se promenaient pour les dyslexiques entre les lignes. Si on écarte les lignes, les lettres ne se promènent plus. Donc, un interlignage d'environ 1,5, c'est bien. On peut monter un peu plus, notamment pour certains malvoyants qui sont obligés de s'approcher très très près des documents pour les lire. C'est mieux si les lignes sont un peu écartées. Pas de justification de texte. Allez, on aime bien justifier les textes. Pas de justification de texte parce que comment fait l'ordinateur pour justifier? Tout simplement, il va augmenter les espaces entre les mots. Et si on augmente les espaces entre les mots, c'est pour un dyslexique l'occasion de se perdre. L'espace n'étant plus le même, son œil va passer, enfin il va avoir son regard qui va passer d'une ligne à une autre. Donc éviter les justifications pour faire que les écarts soient les mêmes. Et puis enfin, éviter les éléments qui perturbent, notamment les images. On aime bien agrémenter nos documents de petites images qui n'apportent rien au document lui-même, si ce n'est de l'égayer. Sauf que ces éléments perturbateurs, pour certains élèves, les font se perdre dans la lecture et puis apportent des informations qui ne sont pas importantes. Certains élèves autistes lecteurs se perdent avec une information. Il y a une image, donc c'est une information. Et donc, il faut comprendre ce qu'elle fait là. On a fait une fiche là-dessus sur le site de la DAN. Voilà, c'est une fiche qui résume un peu tous les grands principes, mais on en verra un peu plus loin d'autres, et puis vous verrez le site de la DAN après. Donc, fiche qu'on a établie après avoir rencontré évidemment des orthophonistes pour essayer d'établir des grandes règles. L'idée étant, finalement, si on fait un document adapté à des dyslexiques et des déficients visuels, peut-être qu'on peut utiliser le même document pour tout le monde. Si après tout, si c'est adapté pour des enfants qui ont des troubles, ça sera aussi adapté pour tout le monde. Et au final, on ne va pas avoir besoin de se perdre à faire trop de documents. Oui, ça veut dire écrire en 12, ça veut dire avoir de l'interlignage un peu plus fort, voilà. Peut-être qu'on peut réussir à s'en sortir, à faire un seul document qui va aller pour tout le monde. Il y a quelques cas où ça va pas aller, hein. On nous demande d'avoir des documents en format beaucoup plus important, etc. Mais globalement, on va dire qu'on doit pouvoir commencer à s'en sortir avec ça. À être un peu plus généraliste. Des orthophonistes qu'on a rencontrés, ils nous ont dit que à l'heure actuelle, rien ne démontre un apport essentiel d'une police comme Open Dyslexic ou comme Lexia ou comme il y en a trois, hein. Il y a Lexia, il y a Open Dyslexic et puis il y en a une autre dont j'ai perdu le nom. En fait, le plus important finalement, c'est que l'enfant, l'élève, il regarde des polices et puis il arrive à trouver celle qui pour lui sera la plus profitable. Mais en tout cas, Open Dyslexic, à l'heure actuelle, la recherche tente à dire que il n'y a pas forcément de plus-value face à une police comme Comics sans MS. Voilà. On nous a cité deux polices, Comics sans MS et Verdana. Mais Open Dyslexic, on nous a dit que c'était pas forcément évident. Il y a quelques enfants, voilà. Après, ça va dépendre réellement du trouble, mais il y a quelques enfants pour lesquels elle va être plus intéressante. Mais globalement, c'est pas ce qui ressort le plus. Pour poursuivre sur ce système d'adaptation, on va aller un peu plus loin parce que malgré tout, il va y avoir encore des difficultés de lecture et puis on a aussi nos enfants les enfants allophones par exemple, qui vont
vont être en difficulté, même si on a des documents adaptés, qui vont pas réussir à lire. On a quelques enfants autistes oraux non lecteurs avec qui il va falloir proposer éventuellement des choses différentes, notamment des consignes. Et pour des autistes, quand on propose de la consigne orale, ce qui est intéressant, ce qui a été testé notamment avec des robots, c'est de constater que il faut donner une consigne toujours sur le même ton. Et qu'un enseignant, des fois, il dit une fois la consigne, puis une deuxième fois, puis au bout d'un moment, il y a un énervement, il dit pas la consigne sur le même ton. Donc, ce qui va être intéressant là, c'est de passer par une phase d'oralisation des consignes. Ça va être profitable pour tout le monde, hein, dyslexique, déficient visuel, allophone, enfant autiste. Et alors il y a un petit logiciel qui est très bien fait, qui est très connu dans le milieu des personnes qui travaillent avec des EBEP, c'est Balabolka, qui permet effectivement d'oraliser du texte. Le petit inconvénient, c'est que c'est un logiciel Windows, donc déjà un petit inconvénient, un inconvénient pas négligeable, puisqu'il n'y a pas de version Mac, mais qui va permettre de faire la synthèse vocale. Il va pouvoir ouvrir à peu près tout type de documents, du doc, du docx, de l'ODT, du texte, voilà, et il va permettre de fabriquer des fichiers MP3, des fichiers de consignes orales qu'on va pouvoir mettre sur un téléphone, sur une tablette, dans un ENT, et qu'on va pouvoir écouter et entendre pour Balabolka. Et je vais vous en montrer des exemples de Balabolka, parce que pendant ce confinement, il y a eu une réflexion qui était de dire oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants qui sont à la maison? Comment on peut les aider? Et on a développé sur le site de la DAN un ensemble de pages pour aider les enfants à être autonomes. Ça, c'est important aussi, être autonome dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés de lecture, mais on va leur proposer des outils qui vont leur faciliter la vie et qui vont pouvoir utiliser. Alors, pour lire quoi? Pour lire un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on est amené à lire? Des sites internet. On est amené à aller sur internet et regarder ce qui est écrit. Ok. Des documents PDF que transmet le prof. Ok. Des documents textuels. D'accord. Et puis des supports imprimés. L'enfant, il a peut-être à la maison, il a peut-être un manuel, il a peut-être un cahier d'activité, il a un bouquin, enfin voilà. Donc, on peut être amené à lire tout ça. Voilà. Et à lire avec quoi? On peut avoir un ordinateur, on peut avoir un téléphone ou une tablette Android, ou un iPad ou un iPhone. Donc l'idée, ça a été de décliner l'accès à la lecture des différents types de documents, site internet, PDF textuel et des supports imprimés en papier, et puis de voir avec les outils ce qui était faisable à partir de l'ensemble des outils que le groupe de travail avait repérés. Et donc, ça a conduit à des pages adaptées. Voilà, des outils pour m'aider à lire. Ça, c'est destiné aux enfants, aux élèves, mais pas seulement, hein, aux adultes aussi. Et c'est adapté, c'est-à-dire que si le texte n'est pas bien lisible, même si on zoome, même si la personne a des difficultés de lecture, ici, il y a toujours la consigne orale qui correspond au texte qui est au-dessus. Et ces fichiers audio, ils ont tous été faits avec Balabolka, par du copier-coller. Voilà, on copie, on colle, on pose, on exporte en MP3, puis on pose. Donc là, on est en version totalement adaptée du site pour les enfants. Et puis, ils vont pouvoir comme ça trouver des outils pour les aider dans l'accès à la lecture, en mode lecture sur ces pages. Le mode lecture, c'est un mode qui va, ce qu'on a dit, adapter la taille de police, l'écartement, qui va enlever les fioritures, donc qui va s'intéresser au contenu strict. Je l'active sur ce texte de l'INSERM, et voilà. Alors, il me remet déjà toujours le texte dans la dernière utilisation que j'en ai faite. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé un aspect qui me convient, je vais retrouver ici cet aspect systématiquement. Alors, là-bas, il y a une petite barre qui s'est ouverte. Voilà, on voit qu'on peut modifier la police. Donc, on est ici en police sans les sérifs. Alors, on peut les faire réapparaître. Hein, vous voyez, tous ces petits traits là qui vont être fortement perturbateurs pour les dyslexiques. On peut se passer donc de passer en mode sans sérif. On peut ici varier la taille de police. Donc, l'élève va pouvoir adapter effectivement à son besoin. C'est ça qui est important. Il va pouvoir faire un choix, lui, par rapport à son besoin. Il va pouvoir éventuellement, ici, élargir ou au contraire rétrécir le colonnage. Et par exemple, pour un enfant fortement malvoyant qui est obligé de s'approcher très près du texte, s'il est très près, imaginez qu'il ne voit pas les lignes parce qu'elles vont être elles vont être trop longues pour lui. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir recentrer complètement le colonnage. Et puis là, il va pouvoir s'en sortir. Ici, on a l'interlignage. On voit déjà que là, c'est dense et c'est plus compliqué à lire, effectivement, et que c'est légèrement plus agréable pour nous, déjà. Alors imaginez pour un enfant qui a un trouble de dyslexie, donc en termes de lecture.
Et puis, on peut régler effectivement le type de fond. Pensez à un malvoyant qui est obligé de s'approcher tout près de son écran pour regarder. Eh bien, un fond sombre, déjà, ça va moins le fatiguer en termes de vue, hein, au niveau des yeux. Et donc ça, c'est intéressant aussi, voilà, en termes de lecture. Petit plus, Firefox nous dit à peu près le temps qu'il faudra pour lire ce texte, en fonction du nombre de mots qu'il a repérés sur le texte. Il nous dit, ben voilà, cette page-là va prendre 6 à 8 minutes. Si je vais sur la page d'accueil de Wikipédia, on nous dit 3 à 4 minutes parce que il y a un peu moins de contenu. Si on vient sur l'INSHEA, voilà, en 1 à 2 minutes parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça va très très vite à aller au bout de la page. Et puis donc ici, on a le bouton qui permet de revenir au format standard de la page. Donc ici, première chose, cet aspect ici. Là donc on est en fond sombre. Vous allez voir que si je remets un fond clair, ça tout de suite ça agresse un petit peu l'œil. C'est vrai que c'est pas désagréable le fond sombre. Grand plus de Firefox, c'est qu'il intègre une fonction de lecture audio, lire à haute voix. Ici, il y a un bouton de lire à haute voix. Et avantage par rapport à Edge. Edge, quand il a une fonction de lecture, quand on va lancer la fonction de lecture, il démarre toujours par le haut de la page. C'est un peu casse-pied, notamment quand la page est un peu longue. Et puis si on s'est mis comme ça et qu'on a besoin de lire ici, parce que Edge va commencer tout en haut de la page. Firefox, lui, je me suis calé ici, il va lire à partir d'ici. Je vais ouvrir. Ici, on peut donc régler la vitesse de lecture, la voix éventuellement si on a des voix de chargées dans l'ordinateur. Et on va pouvoir lancer la lecture. Et voilà, on voit le paragraphe est surligné. Le mot qui est lu actuellement apparaît, souligné. Et donc, on sait ce qui est lu et on a une aide à la lecture. Donc là, on a une fonctionnalité très intéressante pour aider les enfants à rentrer dans la lecture sur un site internet. Ils vont avoir la possibilité déjà d'adapter complètement le document et en plus, ils ont l'oralisation de la consigne. Et ils sont autonomes. À partir du moment où on leur a montré comment ça marche, ils sont autonomes, ils sont en capacité tout seuls d'entrer dans le document et de le lire. Alors cette fonctionnalité que je vous ai montré, ce petit bouton, n'apparaît pas partout. Ça dépend de comment est fait le site. Et puis par exemple, ce qu'on avait remarqué, c'est que si on vient sur la page d'accueil du site de l'INSERM, eh bien il n'apparaît pas. Voilà, parce qu'ici, c'est pas bien positionné. Donc la fonctionnalité d'aide à la lecture n'apparaît pas. Mais par contre, une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on rentre dans une page ou dans une rubrique, eh ben, mauvais exemple, la recherche à l'INSERM, ça sort pas non plus. Je rappelle que une loi, alors je ne sais plus le numéro de la loi, mais impose aux services de l'État de proposer des sites web adaptés. Donc c'est pour ça que vous voyez que ce soit Légifrance, que ce soit Eduscol, qui sont des sites d'État, ils sont adaptés et ils sont accessibles aux fonctionnalités de quelque chose comme Firefox. Alors que faire quand le site, lui, n'est pas effectivement reconnu, n'est pas accessible? Il y a un petit plugin qui peut s'ajouter sur Firefox qui s'appelle TTS Fox. TTX, donc c'est text to speech, hein, text to speech Fox, donc du texte vers de l'oral, TTS Fox, et on va pouvoir au moins lire des parties, même si on n'arrive pas à l'adapter. Il suffit par exemple de sélectionner un paragraphe, voilà, je veux lire ce paragraphe, j'utilise TTS Fox, et le paragraphe apparaît, et va être lisible, alors avec la voix, donc le réglage de tonalité, de vitesse, il va être lisible. Petit défaut, on ne sait pas ce qui est lu, on ne voit pas, il n'y a pas le curseur visuel, mais en tout cas, j'entends actuellement la lecture du document. Et donc, j'ai une aide ici à la lecture, même sur un site où il y a une difficulté de reconnaissance par Firefox. Donc, c'est un plugin, ça. Il suffit de chercher TTS Fox et on le trouve aisément. Et ça s'ajoute. Alors, il y en a d'autres pour les autres navigateurs, évidemment, hein, mais comme Firefox est à peu près celui qui est le plus efficace, voilà, on a TTS Fox en français, évidemment. On l'a en anglais. On a des réglages de voix. Enfin, après, on a différentes options sur TTS Fox. Mais par exemple, si je m'intéresse à ce texte-là, eh bien, je peux aussi dire que voilà, je veux le passer ici en lecture. Alors, c'est écrit Open Speech, voilà, et c'est bien l'extension TTS Fox qui est là, et on passe en lecture. Donc, première possibilité, la lecture de site web moins fonctionnel sur téléphone et sur tablette parce que il y a des difficultés encore pour les navigateurs de se connecter sur les fonctions
de lecture. Donc pour l'instant les navigateurs sur les sites internet, il y a de l'adaptation visuelle, ça marche, l'adaptation visuelle. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne au niveau de l'adaptation visuelle. Hein, si on prend Firefox sur Android ou sur iPhone, on a la version adaptation visuelle avec un bouton qui permet d'adapter la police, etc. Mais on n'a pas, hop là, ça va un peu vite, mais on n'a pas encore la fonction orale. Voilà. Donc là, par exemple, c'est sur Android, quand on a un Firefox sur Android, donc à chercher dans le Play Store, eh bien, il y a une barre avec sans serif, avec serif, plus, moins la police, les fonds, etc. Donc la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Reste que la fonctionnalité d'oralisation n'est pas encore disponible. Voilà, première chose sur les sites web, eh ben, on peut effectivement rendre les élèves autonomes face aux sites web pour qu'ils puissent les lire. Deuxième document, j'avais dit, c'est les documents PDF. Alors pour les documents PDF, il y a un outil magique, et cet outil magique s'appelle Xodo PDF Reader. Alors je ne peux pas vous le montrer en projection depuis mon téléphone, donc par contre je vais vous montrer des copies d'écran. Donc Xodo PDF Reader, alors qu'on trouve dans le Play Store, qu'on trouve sur le Windows Store, qu'on trouve dans l'App Store, il n'y a pas de souci. Alors il porte pas toujours le même nom. Voilà, là il s'appelle Xodo PDF Reader and Editor. Chez Apple il s'appelle Xodo PDF Reader and Communicator. Et chez Windows ça doit être PDF Reader Xodo. Enfin bref, en tout cas c'est un logiciel. Alors premier inconvénient qui est en anglais, mais qui fait des choses magiques sur des documents PDF, parce qu'effectivement, sur un document PDF, eh ben, il va proposer l'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va proposer le mode lecture. Première chose, quand on clique sur un mot, donc cliquer, ça veut dire on a son téléphone, on ouvre un PDF, il s'ouvre dans Xodo, on appuie longuement sur un mot, il se surligne, avec les petits poignets bleus, on peut se décaler pour en sélectionner plus, et là, eh bien, il apparaît une petite boîte de dialogue, il y a 3 petits points, et on a le mode lire. Donc on peut lire en audio un PDF. Ça marche sur iPad, ça marche sur Android et ça marche sur Windows, pas de souci. Donc, oralisation d'un PDF. Et puis, une fonction de mode lecture, donc on va trouver dans le menu du dessus, quand on clique dans le menu du dessus sur le téléphone, il y a une petite page là qui apparaît avec un engrenage, et quand on choisit ça, eh bien, on va se retrouver avec le mode lecture, choix de la taille, choix du fond de couleur. Et ce qui est fantastique, c'est que le texte va être adapté à l'intérieur de la fenêtre du téléphone ou de la tablette, et que si on zoome, qu'on augmente la taille du texte, ça reste dans les bords. Ça ne va pas, on va pas voir un texte quand on zoome un PDF dans un document, eh ben les lignes elles sortent. Ben là elles vont pas sortir, elles restent à l'intérieur et le texte reste en contenu à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un outil magique pour prendre en main de la lecture sur des PDF. En plus, il est multiplateforme, il passe partout, et on va avoir l'oralisation, et on va avoir la mise en forme et le mode lecture. Donc l'élève, même s'il est à la maison, même s'il est en classe, s'il a son outil personnel, s'il a son téléphone, s'il a une tablette, s'il a un ordinateur, il va pouvoir rentrer aisément dans le PDF. Les documents textuels. Les documents textuels, alors là pour le coup, sur tablette, c'est pas encore parfait parce que les différents logiciels, les différentes suites bureautiques sur tablette, iPhone, iPad, tablette Android, etc. sont encore un peu en retard par rapport aux logiciels qu'on a sur des PC. Donc ça va être légèrement compliqué sur des téléphones, des tablettes. Je dirais tout simplement sur un téléphone, une tablette, ben, autant transformer en PDF, puis comme ça va bien passer. Il suffit d'avoir, par exemple sur Android, une suite comme WPS, alors WPS Office, voilà, et puis on ouvre le document, on fait enregistrer sous, on choisit le format PDF, et au moins on va le rouvrir dans Xodo, et Xodo va faire tout le boulot d'adaptation. Évidemment, on va perdre la partie image, etc. On n'aura plus l'aspect visuel du document, hein, mais au moins, l'élève va pouvoir rentrer dans la lecture de son document. Sur ordinateur, par contre, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a plein de fonctionnalités d'aide à la lecture et à l'écriture, et je vous les montrerai après. Je vais terminer avec les supports imprimés. L'élève qui a son manuel, son livre, et qui doit le lire, et c'est écrit petit, et c'est pas facile, c'est pas forcément les bonnes polices. Et là, il faut pouvoir le scanner. Donc ça va pas être pratique avec un ordinateur, par contre avec un téléphone c'est enfantin, puisqu'un téléphone, une tablette, il y a une caméra. S'il y a une caméra, on peut scanner aisément. Et en l'occurrence, on a deux outils magiques. Il y a Prismogo sur
iPhone et iPad, et il y a Smarty Note Pro, Smarty Note Pro, non, Smarty Note Pro sur téléphone et tablette Android. Que font ces outils? Alors ils ont les mêmes fonctionnalités à peu de choses près. Là vous avez les copies d'écran de Smarty Note sur Play Store. Cet outil va permettre de prendre en photo un document, hein, il y a le plus, voilà, on dit on veut faire une image d'un texte, ok, et on va activer l'appareil photo, tout va bien. On va viser un document, donc on va cliquer sur OK, il va y avoir une petite fenêtre qui apparaît, donc on va sélectionner le texte qu'on veut lire, et puis on va appuyer sur le bouton crop, et là, immédiatement, le téléphone propose le texte dans une version adaptée. On peut changer la police, on peut changer la taille, on peut l'enregistrer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sauvegarder ça, donner un titre et l'enregistrer, et surtout, il y a une fonction text-to-speech, puisqu'il a fait de la reconnaissance de caractère, il va être en capacité de le lire. Et donc voilà, au niveau des polices, on peut choisir la police, le fond, etc. Donc un outil comme ça va permettre à un enfant dyslexique, à un enfant malvoyant, de prendre en main un bouquin, de prendre en main de la lecture de documents, de prendre en main de la lecture de consignes, etc. etc. Et donc ça c'était Smarty Note, la version donc pour Android. Et on a les mêmes fonctionnalités donc avec Prismo sur iPad, iPhone. Au niveau des copies d'écran, c'est évidemment légèrement différent puisque l'outil n'est pas tout à fait le même, mais on va avoir comme ça. Voilà, alors là j'ai fait la photo, c'était sur mon carrelage, donc vous voyez depuis la tablette, on voit bien le bord arrondi, on voit que d'ailleurs ici ça cambre pas tout à fait de la même façon. Prismogo lui il va souligner les mots qu'il repère. Alors il y a un petit souligné bleu qui apparaît pour dire qu'il a bien identifié les mots. On peut les sélectionner, on a une fenêtre qui va apparaître, et puis on a la partie lecteur audio. On va pouvoir adapter, enregistrer évidemment. On peut resélectionner précisément le texte. En fait, avec un balayage de la main sur la tablette ou sur le téléphone, on peut sélectionner le texte qui nous intéresse, et il va être entièrement enregistré dans la tablette. Voilà, donc des outils qui vont permettre à l'enfant d'être autonome dans son apprentissage, dans sa phase de lecture, qui vont lui permettre de ne plus être stigmatisé, et puis surtout qui vont faire en sorte que le prof va pas être obligé de passer plein de temps à côté de lui. C'est-à-dire que là, on donne des moyens à l'enfant d'être autonome en classe et à la maison. Parce que l'AESH, si l'enfant il l'a en classe, il va pas l'avoir à la maison pour travailler, il va pas l'avoir en vacances, etc. Alors que là, lui fournir des outils qui vont l'aider à fonctionner, c'est quand même nettement plus intéressant. Et il va se retrouver en autonomie. Alors en classe, il faudra faire attention évidemment à poser quelques règles. Tu as le droit d'utiliser ton téléphone. Comme tu vas avoir de l'oralisation, il faut que tu aies un casque, faut pas que ça fasse de bruit, et puis quand c'est fini, tu le reposes. Voilà, il y a des tas de choses à mettre en œuvre évidemment en termes de consignes de fonctionnement. Mais donc ça, celui-là, c'est la version iPhone, iPad, c'est Prismogo. Quand je vous montrerai les pages de la DAN, quand vous revenez sur les pages de la DAN, vous avez directement tous les liens qui sont prévus. Voilà, donc ça c'est Prismogo, d'accord, qui est identifié comme étant une application destinée à l'aide à la lecture, notamment pour les personnes dyslexiques, mais pas seulement. Vous voyez là, on nous montre qu'on peut sélectionner par balayage les textes. C'est vraiment fantastique. Donc d'abord, il y a toute la partie, effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur et puis des logiciels d'écriture. On a un logiciel, il y a le cartable fantastique qui produit des barres d'outillage pour Word ou pour Writer, donc Word pour Microsoft Office, Writer, LibreOffice, OpenOffice, et ces barres permettent d'entrer sur les textes pour en faciliter la lecture, donc qui sont très très intéressantes. Si je montre rapidement, voilà, j'ai un document là, c'est du Writer, il y a le logo du cartable fantastique, c'est une petite ampoule. Alors à l'heure actuelle, la barre du cartable fantastique dans OpenOffice est un peu faible, mais ils sont en train de travailler à l'amélioration pour la rendre aussi performante que celle de Word. Donc il y a une partie maths ici, alors il s'ouvre par défaut sur la partie maths, je suis désolé, avec les tables d'opération, poser des opérations, etc. Et puis il y a une partie texte à côté. On peut personnaliser, dire voilà, je veux que toujours les textes soient de cette façon-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fixer la police, l'écartement, la taille des caractères, l'interlignage, voilà. Est-ce que le texte est justifié ou pas? Donc ça, c'est les paramétrages que j'ai enregistrés, d'accord? Et puis bah là, on peut dire je veux que ça apparaisse en style cartable. Et là, immédiatement, il va nous adapter le document. Voilà, hop, il nous adapte le document et on l'a tout de suite en mode lecture. Donc on perd pas de temps à aller, il faut que je sélectionne le texte, puis si c'est sur plusieurs pages, c'est compliqué. Non, 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 non. Là, ça le fait tout seul, voilà. Et si c'est sur plusieurs pages, ça traite toutes les pages en même temps. On peut éventuellement faire de la coloration de lignes pour que visuellement, ben, on ait des lignes, une verte, une rouge, une verte, une rouge, une bleue, etc. Donc c'est plus facile à suivre pour les enfants parce qu'ils se repèrent avec les couleurs, à condition qu'il n'y ait pas de problème de lecture de couleurs, ou alors faire du surligné blanc-gris. On peut effacer les couleurs, voilà, on revient là. Et puis un autre outil fondamental pour LibreOffice, c'est Lire Couleur, qui est développé par une enseignante de l'académie, une professeure des écoles qui est actuellement en classe Ulysse du côté de Metz. Et ça, c'est un petit bijou, notamment pour aider à la lecture. On voit ici, par exemple, on peut voir les syllabes soulignées pour aider l'enfant. Alors, oui, il faut que je sélectionne un paragraphe, pas seulement un mot. Voilà, lire couleur. Je vais faire apparaître les syllabes soulignées. Et donc là, ça va l'aider dans sa lecture parce qu'il va avoir un repère visuel pour identifier ce qui est à être lu. Elle a beaucoup travaillé avec des enfants, des élèves dyslexiques, et donc elle a développé ce genre d'outils pour eux, pour leur faciliter la prise en main de la lecture de documents. Donc on peut enlever, hein, voilà, hop, on va enlever les symboles. On peut identifier les graphèmes, les phonèmes, espacer davantage les mots, colorer les mots. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités d'aide à la lecture pour que l'enfant puisse rentrer tranquillement dans la lecture. Ça ne s'adresse pas seulement à des dyslexiques, ça aide aussi les enfants à rentrer dans la lecture de documents par des systèmes de couleurs, par des systèmes d'identification. On peut faire apparaître les lettres muettes, enfin voilà, c'est vraiment un petit bijou et ça fonctionne uniquement sur LibreOffice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'était lire couleur. Grammalect aussi qui aide à écrire des textes. Il y a Beaumec qui est une boîte à outils mathématiques pour élèves handicapés en collège, hein, euh, et qui permet aux enfants dyspraxiques d'avoir un cahier de mathématiques, donc de gérer leur cahier de mathématiques, cahier de leçons, cahier d'exercices et copie de devoirs dans un outil adapté qui a des fonctionnalités pour faire des tableaux, pour faire de la géométrie, pour poser des additions, des opérations, etc. Donc c'est un outil qui a été développé pour enfants dyspraxiques. Donc ça s'appelle Beaumec. Et actuellement, alors la version est un peu ancienne, mais ils sont en train de développer une version tablette, puisque effectivement, les enfants ont de plus en plus des tablettes, donc de Beaumec. Il y a une version shareware qui s'appelle MathEOS, qui est légèrement plus évolué que Beaumec, mais enfin voilà, c'est des fonctionnalités d'outils de traitement de texte. Pour aller un petit peu plus loin, eh bien, il est possible aussi de passer par de la réalité augmentée. Alors là, ça va demander un petit peu plus de travail, avec un outil qui s'appelle MirageMake, qui va permettre, alors c'est multiplateforme, mais qui va permettre d'avoir de la synthèse vocale, c'est pas le plus intéressant, mais d'associer des images à des objets, et donc de faire de l'explication, de l'explicitation par l'image. Donc on peut associer des images et des objets, et donc ça s'installe sur tablette ou autre, et on va pouvoir comme ça associer l'image au texte via MirageMake. Voilà. Pour terminer, parce qu'effectivement j'étais un peu long, tout cela est disponible alors sur le site de la DAN. On a fait donc le groupe de travail qui travaille depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, a fait le repérage de ressources sur cette page-là. Je vous redonnerai le lien après. Alors là, on a toute la base de tous les outils repérés. C'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est le moteur de recherche en dessous. D'abord parce qu'on peut rechercher par intention pédagogique. L'idée n'est pas de dire j'ai besoin d'un outil pour dyslexique ou j'ai besoin d'un outil pour malvoyant, mais de dire j'ai besoin d'un outil pour aider à lire. Et pour aider à lire, ça peut aller pour un dyslexique, pour un malvoyant, pour un allophone, etc., etc. Donc déjà, on est sur des intentions pédagogiques. J'ai besoin d'aider à mémoriser sur ordinateur Windows, on va chercher des documents et puis on va trouver des choses comme Anki, Calculatis, Dedis, Imagemo, enfin voilà, il y a des applications qui sont repérées. On a essayé de repérer essentiellement des outillages gratuits,
Parce que si en plus on dit aux enfants et aux parents, ah, alors voilà, on a un truc super pour vous, ça coûte 300 €, ça coûte 500 €, c'est pas le but. Le but, c'est d'utiliser leur matériel pour qu'ils puissent être en autonomie face à leurs apprentissages, en autonomie tant à la maison qu'en classe. Voilà. Et donc ici, le moteur de recherche, des outils, les fiches qui sont faites, et puis en bas, donc le lien pour revenir sur les outils pour m'aider à lire, donc qui sont destinés aux élèves. Quand on est sur le site de la DAN, si on veut s'y retrouver, il y a d'un côté spécial Covid, je suis élève, des outils pour m'aider à lire. C'est cette page-là, en format adapté pour les enfants, avec l'audio et détailler la procédure d'installation, enfin d'installation peut-être pas, mais détailler comment ça fonctionne. Et puis de l'autre, il y a projet. Dans projet académique, on trouve école inclusive et numérique. Et donc là, quand on rentre sur école inclusive et numérique, on va être sur une page de présentation qui rappelle les grandes lignes, essentiellement la loi de 2013 évidemment, qui reprécise un peu ce que peut apporter le numérique. Et là, on va voir voilà, différentes rubriques à l'intérieur de cette chose-là, le groupe académique notamment, hein, et puis les outils qui ont été repérés, listés, donc c'est la fameuse base académique. Des exemples de ressources, de séances pédagogiques aussi utilisables en classe, principalement avec les BRNE, donc accès plutôt cycle 3 et 4, des conférences, etc., des projets en cours. Là, vous avez aussi des exemples, si on prend les élèves allophones, des exemples d'activités, de repérage qui ont été faits par le CASNAV, donc la partie académique qui s'intéresse à la scolarisation des élèves allophones, voilà, avec des mises à jour, des repérages, des fiches, la continuité pédagogique, la reprise, enfin voilà, ça c'était les mises à jour de reprise, des exemples d'activités. Donc on a beaucoup de ressources disponibles sur le site de la DAN pour accompagner autour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais faut prendre le temps d'aller regarder, d'aller chercher. C'est vrai que c'est toujours un petit peu, voilà, on hésite toujours à se plonger dans des sites. En tout cas, là, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible et le plus disponible pour vous. D'autres ressources, évidemment, donc la page école inclusive que je vous ai montré tout au début. Il y a également sur EduSchool une rubrique spécifique numérique et handicap, bien évidemment, qui repère des outils, etc. Et puis, donc, au sein de l'INSHEA, l'Observatoire des ressources numériques adaptées, où là, c'est un institut national, hein, l'INSHEA, avec ici des outils pour inclure, donc un repérage d'outils adaptés, et un moteur de recherche parce qu'ils ont beaucoup de ressources eux qui sont citées. Hein. Il y a beaucoup de pages. Si je défile comme ça fait très long et il y en a 7 pages comme ça. Donc c'est très long. Et si on veut regarder filtrer par activité, on va voir qu'on retrouve un peu l'intention pédagogique que nous on avait formulée, hein, calculer, communiquer, écrire, lire. Donc on peut se dire bah voilà, j'ai besoin d'aider à lire, je fais une recherche et on va trouver des logiciels, des applications voilà, qui sont adaptés pour la lecture. Vous retrouverez évidemment des outils qu'on a cités et d'autres. Simplement, nous, on a essayé de restreindre le champ et de focaliser sur des outils fondamentaux, enfin voilà, des choses qui permettent à l'enfant d'être autonome, ça c'est important. Voilà, le cartable fantastique évidemment, et d'autres ressources. Et donc tout ça dans un diaporama qui sera très certainement bientôt sur le site de la DAN. Et puis en plus aujourd'hui c'était enregistré, donc j'espère que l'enregistrement est bien passé et que en plus vous pourrez éventuellement revisionner cette présentation.